Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Notre société est entrée dans une ère de profonde mutation. Nous le vivons à titre individuel et naturellement dans vos entreprises. Le transport routier de marchandises en fait évidemment partie et de nombreux enjeux en découlent. Et le transport routier de marchandises doit évoluer évidemment. Les acteurs ont besoin impérieux d'entretenir une démarche solidaire et cohérente, faite d'expériences que Goodyear vous propose de partager aujourd'hui. Nous allons accueillir Grégory Brich, qui est le directeur de la division industrielle de Goodyear France. Grégory, vous êtes le directeur de la division industrielle de Goodyear France. Vous avez souhaité organiser cette conférence sur le thème Goodyear, le développement durable devient-il un élément clé des appels d'offres dans le transport routier de marchandises? Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Oui, merci Jean-Yves. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Merci d'assister à cette conférence. Merci aussi à nos intervenants d'y participer. Oui, donc nous avons décidé d'organiser cette conférence à Solutrans. Déjà, c'est important. Pourquoi? Parce que Solutrans, c'est pour nous un événement incontournable du secteur du transport de marchandises, transport urbain, avec beaucoup d'enjeux, on viendra dessus. Les normes environnementales évoluent, elles se renforcent, les exigences évoluent. Goodyear, à son niveau, participe bien sûr déjà à cette marche vers la neutralité carbone en collaborant avec les constructeurs, donc constructeurs de camions, de bus, d'autocars. Nous le faisons aussi au travers d'un programme au sein de l'entreprise, c'est un programme global, Goodyear Better Future, qui va jusqu'à la diversité et inclusion, bien sûr, et qui traite tous des aspects RSE. Au travers de nos produits, bien sûr, c'est le pneu notamment 100% recyclable ou renouvelable. Quels sont les objectifs? Déjà sur le pneu tourisme, c'est un pneu à 100% à horizon 2030. Je profite pour vous inviter à passer sur notre stand. En termes de poids lourd, vous verrez un pneumatique déjà à 63% aujourd'hui de matériaux recyclables ou renouvelables. Voilà, ça va dans le bon sens. Et bien sûr, il faut aussi qu'au sein même de nos usines et de nos locaux, il y ait cette démarche. Donc notre engagement à ce niveau-là est d'atteindre le zéro émission de gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc ça, c'est un petit peu pour le contexte, Jean-Yves. Et pour aller maintenant sur les enjeux des transporteurs, un des enjeux importants, c'est bien sûr pour les transporteurs de réduire leur empreinte carbone et de le faire aussi avec un souci de réduire le coût global de détention du parc pneumatique, du parc de véhicules en général. L'idée de cette conférence, c'est d'informer, c'est d'accompagner, c'est aussi peut-être de donner quelques clés aux transporteurs et aux intervenants sur la façon dont leurs propres clients, donc les propres donneurs d'ordre, vont intégrer ces notions environnementales dans les cahiers des charges lors d'appels d'offres. Nous-mêmes, à notre niveau, nous le voyons, c'est maintenant quelque chose de très concret. Je pense que les transporteurs le vivent aussi tous les jours. Donc on est vraiment dans la vie réelle. Nous avons donc eu le plaisir de pouvoir inviter quelques experts de différents horizons, puisqu'en tant qu'acteurs de la mobilité, voilà, notre rôle, c'est aussi d'accompagner la profession dans ces changements. Alors nous allons développer ce sujet avec le témoignage de spécialistes qui vont vous apporter un éclairage basé sur leur expérience respective. Pour commencer, Thomas Gendron, qui est le directeur conseil au sein du cabinet Corpo Karma, puis Sergio Murillo, qui est le directeur solutions design et innovation de XPO Logistique, et enfin Mohamed Zerouki, qui est le directeur supply chain de Goodyear Europe du Sud.
Alors, nous allons d'abord échanger avec Thomas Gendron. Vous êtes le directeur conseil au sein du cabinet Corpo Karma. Au-delà des solutions liées aux pneumatiques, comment les transporteurs peuvent-ils réduire leur empreinte carbone liée au transport? Effectivement, peut apporter Goodyear sur la partie finalement pneumatique, ça permet déjà d'optimiser vos consommations d'essence par exemple et la durée de vie des pneus, mais il y a un certain nombre d'autres éléments que vous pouvez faire, que vous avez déjà sûrement connaissance sur la partie éco-conduite, notamment comment vous formez vos chauffeurs, vous animez ce type de programme finalement en interne. Il y a toute la question aussi de l'aérodynamisme que vous avez souvent traité depuis longtemps pour des questions de coût, mais il y a également toute la question finalement de comment vous travaillez également la multimodalité. On parle beaucoup de ferroviaire, de fluvial, on a de la chance à Lyon d'avoir le Rhône finalement, on peut transporter un certain nombre de choses, et donc c'est des solutions qui commencent à émerger sur ce sujet-là. Il y a encore, on en parlera avec Sergio, besoin d'alignement entre un certain nombre d'acteurs de la profession, mais il y a déjà des choses qui commencent à se faire et le but c'est d'arriver à se lancer. Donc il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à faire là-dessus et aussi finalement à discuter avec vos clients de l'optimisation des tournées pour arriver finalement à mutualiser au maximum les tournées et diminuer le nombre de kilomètres par client effectué. Qui dit on diminue le nombre de kilomètres, on diminue les consommations d'essence. Alors, l'empreinte carbone d'un transporteur est-elle uniquement liée au transport? Alors c'est une très bonne question. Alors ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on parle de bilan carbone, c'est un terme que vous entendez souvent au niveau des entreprises, on parle bien sûr du fret, mais on parle de beaucoup d'autres choses. Vous entendrez souvent parler de catégorie ou de scope. La première, c'est ce qui est lié à ce qu'on appelle aux émissions directes, c'est-à-dire vous venez finalement dans un camion brûler du carburant, les émissions de CO2, elles sont liées au niveau du camion. On peut avoir ça au niveau d'une chaudière à gaz dans un bâtiment. Il y a aussi toutes les émissions liées à la consommation d'électricité qu'on a de la chance d'avoir fortement décarbonées en France, mais ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays. Il y a toute la question également du transport dans le bilan carbone, donc du fret, c'est-à-dire l'approvisionnement pour vous de vos camions et de vos pneumatiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que finalement, vous êtes dans le bilan carbone de vos clients. Et c'est pour ça que vos clients, de plus en plus, finalement, vous demandent de vous décarboner et de vous apporter des solutions parce que vous êtes dans leur scope 3 et pour baisser, eux, leur empreinte carbone, ils attendent de vous que vous les aidiez. Il y a toute la partie effectivement achat, l'achat de vos camions, l'achat de vos pneus, tous les achats de services en entreprise. Et il y a également toute la partie parfois utilisation. Typiquement, un constructeur automobile va prendre en compte dans son bilan carbone les émissions liées à l'utilisation des camions, soit l'essence, l'électricité ou l'hydrogène en fonction des cas. Donc voilà, il y a un certain nombre d'autres paramètres à retenir. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que pour vous, en tant que transporteur, votre premier poste, clairement, ça va être lié aux consommations aujourd'hui de carburant. Ça diminuera demain avec les énergies alternatives. Et le deuxième, c'est que vos clients, vous êtes dans leur bilan carbone et ils attendent de vous que vous décarboniez. Alors, justement, les clients nous parlent également d'autres aspects environnementaux, comme la biodiversité, les impacts sociaux et éthiques. Comment les chefs d'entreprise et les responsables RSE peuvent-ils se débrouiller avec ces impératifs? Effectivement, il y a de plus en plus d'impératifs. On en parlait au début, finalement, avec l'évolution de la réglementation. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on parle de RSE, on parle d'environnement, mais on parle aussi de gouvernance, de transparence, d'éthique, et on parle de social. Et lors d'une stratégie RSE, il faut vraiment adresser ces trois thèmes-là en parallèle. Et c'est vraiment important parce que finalement, vos parties prenantes, vos collaborateurs, vos clients vous attendent sur un certain nombre de ces éléments-là. Comment démarrer? Parfois, ça peut être l'idée finalement de se baser sur des référentiels existants. Vous entendrez parler d'Ecovadis souvent, vous entendrez parler également d'ISO 26000, de Bicorp, si vous avez des clients qui sont plutôt en B2C. Et donc l'idée, ça va être de faire un premier audit de vos enjeux. Finalement, qu'est-ce qui est important pour vous? Derrière, de vous dire comment vous pouvez travailler dessus, quels sont vos gros axes de travail et de stratégie, dont certains, par exemple, pour Goodyear sur la partie pneumatiques, matériaux. Et enfin, derrière, c'est quelles sont les actions concrètes pour embarquer vos collaborateurs, les faire monter en compétences, parce que aussi beaucoup de nouvelles compétences que vous n'avez pas forcément encore aujourd'hui. Alors, quels sont les bénéfices pour les transporteurs d'investir dans ce type de démarche? Les bénéfices principaux, clairement, il y a une question de compétitivité et de résilience, et de se dire finalement, puisque vos clients vous attendent là-dessus, pour pouvoir être compétitif demain, continuer à gagner des marchés, il va falloir se positionner là-dessus. Vos collaborateurs vous attendent, la réglementation bouge, les investisseurs et les banques aussi. Donc aujourd'hui, en fait, il y a plus de points finalement à perdre, à ne pas avancer que de rien faire. Donc il y a vraiment un intérêt. Aujourd'hui, vous allez perdre en compétitivité si vous n'avancez pas là-dessus. Alors tout cela a un coût. Est-ce que les transporteurs peuvent obtenir des financements pour se lancer d'une part et après progresser? Il y a effectivement un certain nombre de financements qui peuvent arriver. Au niveau de la BPI notamment, vous pouvez regarder des choses qui s'appellent
Le DIAG Impact, c'est pour mettre en place votre stratégie RSE. Il y a le DIAG Décarbonation. Et donc, à chaque fois, la BPI prend en charge 60 à 70% finalement des coûts. Donc là, il y a un vrai intérêt pour vous lancer. Et il y a certains programmes, je suis avec Sergio, qui s'appellent Remove aussi, plutôt au niveau de l'ADEME, pour travailler finalement avec le client, avec la réorganisation de la logistique. Donc, voilà, il y a beaucoup de financement et ça arrive de plus en plus là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Il y a des financements pour vous aider à démarrer et à avancer. Alors nous arrivons maintenant à l'instant des questions-réponses. S'il y a des questions dans la salle, vous pouvez lever la main et on viendra vous rejoindre. Tout a été clair. Quelque chose à ajouter, Thomas? Non, non. Les interactions, je pense, avec les expériences de chacun vont être vraiment intéressantes. Absolument, absolument, en arrivant jusqu'au bout. Alors justement, on va passer à l'étape suivante. La démarche vers la neutralité carbone est une véritable chaîne économique et humaine. Il nous a paru opportun de réunir un transporteur de premier plan comme XPO et un donneur d'ordre qui est en l'occurrence représenté par la société Goodyear. Alors, nous allons retrouver Serge Morillo, qui attend avec impatience le micro à la main. Est-ce que vous pouvez vous présenter votre entreprise et votre fonction? Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis directeur de la partie solutions et innovation pour XPO en France. Ma mission principale consiste à imaginer et ensuite à matérialiser des solutions innovantes des transports et logistiques pour répondre justement aux défis des décarbonations. On parle des reports modaux, l'utilisation des énergies alternatives, etc. XPO, c'est un groupe international. C'est présent dans de nombreux pays. En France, nous sommes 7000 collaborateurs et collaboratrices, dont 4000 conducteurs et conductrices. Nous avons environ 116 sites partout en France. En termes de matériel, donc, nous avons 3000 véhicules et 5000 remorques. En France, nous faisons environ 1,2 milliard de chiffre d'affaires, une référence 2022. Nous travaillons aussi bien avec des PME en local qu'avec des groupes internationaux où ils vont nous confier leur supply chain partout dans le monde. Nous avons la chance de disposer d'un réseau de distribution palettisée qui nous permet de livrer les palettes à travers l'Hexagone en 24 heures et ensuite assurer la livraison de derniers kilomètres avec nos moyens. Mais aussi bien, nous pouvons mettre à disposition des camions dédiés pour différents clients et aussi bien travailler sur des événements majeurs comme par exemple les Tours de France. Alors, je suppose que vos clients font appel à vous compte tenu d'un large champ de compétences. Et parmi ces champs de compétences, il y a les obligations environnementales, des entreprises de toute taille. Que répondez-vous à ces interrogations en matière de transport et logistique? Oui, en effet, donc, vous évoquez un choix, un éventail assez large des compétences. En effet, XPO, c'est plutôt un multispécialiste. Donc, nous avons une offre de services assez large. De manière générale, nous allons évidemment proposer la meilleure solution aux clients en fonction du contexte, du besoin. L'idée étant d'intégrer notre solution dans la supply chain des clients d'une manière très, très simple et ainsi avec un contact unique. En termes de décarbonation, nous voulons accompagner les clients dans cette démarche de réduction des CO2 à travers nos solutions de multi-énergie. Et pour répondre justement aux attentes des clients, donc il y a plusieurs réponses. La première, c'est nous proposons une solution plusieurs solutions multi-énergie, c'est-à-dire que nous sommes aussi capables de proposer du biogaz, du gaz, des biocarburants comme les baissons, les HVO, mais aussi l'électrique et aussi des tests qui sont en train d'être faits sur l'hydrogène. Dans ces démarche justement des énergies alternatives, nous sommes plutôt précurseurs. Nous avons des investissements majeurs comme la commande de 100 véhicules électriques qui a été faite justement cette année. Et ensuite, nous travaillons également sur les reports modaux. Nous sommes pionniers justement dans la démarche
nous avons travaillé dès 2012 avec Franprix sur l'implémentation d'une barge sur la Seine pour livrer tous les magasins de la région parisienne. Et troisième point, un point important, donc en interne, nous avons développé un e-learning, une démarche plutôt interne pour accompagner notre force commerciale dans l'amélioration et puis l'expertise justement d'accompagnement des clients dans l'utilisation des énergies alternatives au diesel. Alors justement, bon, vous avez répondu déjà en partie à la question suivante, mais je vais quand même vous la poser pour pouvoir compléter effectivement. En plus des choix énergétiques et des conditions d'exploitation que vous pouvez facilement justifier, disposez-vous de solutions alternatives ou originales pour séduire davantage vos clients? Oui, en effet. Donc, cette année, nous avons déployé une nouvelle solution plutôt innovante, une solution qui s'appelle LES. C'est une solution qui se base sur l'utilisation des biocarburants, notamment du HVO. Elle fonctionne sur le principe d'un contrat d'électricité verte. Donc, nous injectons l'équivalent de la consommation en biocarburant, l'équivalent justement des litres qui est fait normalement par les flux des clients. Tout ça s'est fait grâce à notre infrastructure, donc nos réseaux des stations, des services partout en France. C'est un processus plutôt innovant dans le fait que nous avons modifié nos processus internes, vérifié l'intégration d'un nouveau biocarburant dans notre réseau. Ça ne nécessitait pas forcément des modifications de nos véhicules, une démarche plutôt intéressante. Et ça nous permet de répondre de manière massive et presque immédiate aux attentes des clients sur la décarbonation. Nous avons mis en place à travers un audit externe d'ECRA, un processus qui permet de garantir donc, les quantités qui sont injectées dans notre réseau de carburant et en toute transparence montrer aux clients à la fin de l'année, à travers une attestation, les tonnes de CO2 qui ont été réduites de manière concrète afin de pouvoir matérialiser finalement leur choix de réduction de CO2. Très bien, merci. Vous arrive-t-il de contractualiser ces attentes et demandes? Avez-vous l'impression qu'il y a un véritable besoin d'information de la part de vos clients afin qu'ils puissent effectivement les répercuter sur leur propre réglementation sociale? Oui, en effet. Ouais. Nous voyons que de plus en plus les clients souhaitent effectivement s'engager dans des démarches de décarbonation. Mais comme je le disais, donc, il y a plusieurs défis là-dessus. Il y a un défi de réduction des émissions de CO2, mais il y a un défi de mesurer, calculer les émissions de CO2 déjà, pour pouvoir justement s'améliorer. Il y a plusieurs attentes en termes de report modal également. Et un sujet autour de la donnée, comment fiabiliser la donnée pour ensuite potentiellement l'intégrer dans des reporting RSE directement dans les entreprises. Ils ont besoin d'un accompagnement un peu plus poussé de toute la chaîne de valeur afin de choisir l'énergie ou la solution des reports modaux, par exemple, la mieux s'adapter aux besoins et aux enjeux justement des clients. Ils peuvent également le faire auprès de leurs propres clients, répercuter auprès de leurs propres clients. Exact. Donc ensuite, ça sera la meilleure façon d'effectivement de communiquer à travers ses clients les démarches justement qui sont entreprises pour la réduction effective des émissions de CO2 ou pour respecter la réglementation en cours. Merci Sergio Morillo. Merci pour ces explications et nous aurons l'occasion d'y revenir. Alors, on peut éventuellement, immédiatement à chaud, vous écouter pour poser une question. Et sinon, on va passer effectivement à l'intervention suivante, qui est celle de Mohamed Zirouki. Et donc on passera aux questions à ce moment-là, à la fin de cette intervention. Hein. Alors, Mohamed Zirouki, vous êtes le directeur Supply Chain Europe du Sud chez Goodyear. En quoi cela consiste-t-il? Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de me présenter et de savoir en quoi consiste mon job, je voulais juste vous donner un chiffre, parce que bien évidemment, nous, on ne vend pas uniquement des pneus, mais aussi on achète, donc on livre ces fameux pneus, et donc on livre nos clients, et donc on achète du transport. Et par an, en France, on fait à peu près 1,5 million de livraisons par an. Okay,
Donc ça, c'est un chiffre parlant et la décarbonation est un sujet essentiel pour nous du fait de nombreuses livraisons qu'on fait chez nos clients. Maintenant, mon rôle consiste en quoi? Consiste à toujours trouver la meilleure balance entre le service rendu au client et le coût qui s'y associe. Et cette balance coût-service est toujours notre boussole avec mes équipes qui vont au sens large du service client en passant par la gestion des entrepôts, la gestion du transport et le service après-vente. Il y a un élément maintenant qui rentre de plus en plus en compte dans nos réflexions, ça concerne la durabilité et la décarbonation de notre chaîne logistique. Alors, question suivante. Alors, chez Goodyear, quelle est la part d'émissions de CO2 liées à la logistique et au transport sur l'empreinte CO2 globale? Alors, c'est assez étonnant, mais globalement, on aurait pu penser que c'est un taux important, mais non, aujourd'hui, même si ça reste important malgré tout, le taux de CO2 émis par la logistique chez Goodyear dans le monde, on est à peu près à 10%. Vous allez me dire, où sont le reste? Donc le reste, il y a 55% des taux de CO2 qu'on émet dans le monde qui sont liés aux achats de matières premières. Donc ce sont des taux de CO2 qui sont émis par les fabricants de matières premières. Donc ça représente quand même 55%, donc c'est une quantité non négligeable. Et la deuxième partie, ça concerne, alors on est aux alentours de 28-30%, et là ça concerne l'énergie qu'on utilise pour faire fonctionner nos usines dans le monde. On en a à peu près 55, et ça représente quand même un taux de CO2 aussi important. Donc pour revenir à la logistique, on est aux alentours de 10%. Alors, Goodyear assure la livraison des pneumatiques dans toute l'Europe et évidemment en France. C'est important pour vous que le bon pneumatique soit livré au bon moment et au bon client. Est-ce que le transporteur avec qui vous travaillez actuellement doit répondre à un cahier des charges spécifique? Oui, alors bien évidemment, cela vous ne surprendra pas, mais globalement, l'élément qu'on prend en compte tout de suite, c'est le prestataire qui offre la meilleure offre de service concernant bien sûr les coûts, mais aussi sa capacité aussi à livrer nos clients en temps et en heure. Donc depuis des années, un donneur d'ordre dans le monde de l'industrie, mais pas que, c'est l'élément essentiel pour faire son choix, pour choisir son prestataire ou ses prestataires. Donc c'est l'élément aujourd'hui qui a conduit à offrir ou à donner le business à un transporteur qui a pu donner la meilleure offre et trouver la meilleure balance entre le coût et le service. Voilà. Alors justement, dans votre dernier appel d'offres, quels sont les arguments qui vous a fait choisir le partenaire actuel? Alors bien évidemment, l'aspect essentiel restera toujours le coût et le service, mais on a inclus cette fois-ci dans le dernier appel d'offres qui a eu lieu à peu près il y a 12 mois, on a mis une clause de durabilité de la chaîne logistique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, on a demandé dans l'appel d'offres à pouvoir livrer les centres-villes, les 5 grandes villes de France qui sont Paris, Marseille, Lyon, Lille et Bordeaux. Donc on a demandé dans l'appel d'offres à ce que ces villes-là soient livrées en véhicule électrique ou en tout cas un véhicule zéro émission. Et c'est celui qui a su, comment dirais-je, offrir le meilleur balance coût-service, mais aussi offrir ces livraisons en véhicule électrique dans les centres-villes qui a gagné l'appel d'offres. Donc on a ça a été aujourd'hui, ça a été un élément extrêmement important dans le choix. Le coût bien sûr, mais pas que. L'aspect durabilité est devenu un élément important dans notre choix. Très bien, merci. Alors, les livraisons s'effectuent également actuellement, évidemment, en zone urbaine. Il y a des changements concrets avec la mise en place des zones à faible émission. Comment est-ce que vous organisez aujourd'hui le transport et quelles sont vos exigences vis-à-vis de vos partenaires? Alors, pour pouvoir livrer ces 5 grandes villes, vous allez me dire comment on fait avec des véhicules électriques. En fait, ce qu'on a regardé, c'est où se situaient les hubs comment dirais-je, où on stockait nos pneumatiques de manière transitoire avant d'arriver chez le client final. Et bien évidemment, dans ces 5 grandes villes-là,
nos hubs se situent près de ces centres-villes, de fait de pouvoir livrer en véhicule zéro émission ces grandes villes-là. Parce qu'un des éléments qui sont importants, c'est l'autonomie des véhicules. Et donc, si vous êtes trop loin de ces centres-villes-là, malheureusement, on ne peut pas livrer en véhicule électrique les grandes métropoles françaises. Et donc, ça a été un élément de choix extrêmement important. C'est pour ça qu'on a regardé notre prestataire d'un point de vue global, pas que le coût et le service, mais aussi les implantations logistiques qui s'y associent. Alors, les véhicules qui ont été choisis, alors je ne sais pas si ça peut vous parler, mais j'ai les noms des véhicules qu'on a choisis dans l'appel d'offres. Donc on a des véhicules ultra, ce qu'on appelle des VUL, donc des véhicules ultra légers qui permettent d'aller livrer les centres-villes. On a choisi des Ford Transit e-Connect qui ont une autonomie à peu près de 200 km. Donc ça, c'est un élément important. Et puis le deuxième élément important, on a aussi, quand on a des plus grosses livraisons à faire, on a des fourgons de 19 tonnes. Donc 19 tonnes, ça ne vous parle pas, peut-être pas, mais globalement, ce sont des véhicules un peu plus importants. Et là, ce sont des Volvo FM électriques qui ont une autonomie, et là de manière un peu plus surprenante, mais beaucoup plus importante que les VUL qui sont aux alentours de 350 à 400 km. Et enfin, notre partenaire est en train de tester un véhicule, on en parlait tout à l'heure avec Sergio sur la partie XPO, un véhicule importeur qui roule à l'hydrogène. Et là, on parle d'autonomie allant jusqu'à 700 km. Les premières autonomies pour les premiers véhicules vont à 350 km pour l'instant, mais là, on est en train de tester des véhicules qui vont jusqu'à 700 km. Et là, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, 700 km, là, on parle de choses beaucoup plus sérieuses. Et ça va nous aider vraiment à mieux décarboner notre chaîne logistique et notre chaîne de transport. Et bien évidemment, le parc aujourd'hui existant, Sergio a parlé tout à l'heure de biocarburant, donc eux aussi, notre prestataire utilise le B100, donc le carburant issu de l'huile de colza, et HVO, Sergio en a parlé aussi, donc là c'est de l'huile hydrogénée fabriquée à partir de déchets. Donc voilà, pour répondre à votre question. Merci. Alors, quels sont les freins à une décarbonation plus rapide dans le monde du transport en général, et comment voyez-vous l'avenir à un horizon de 5 ans? Alors, bien évidemment, le frein essentiel, je pense qu'il ressort assez souvent dans la décarbonation de la chaîne logistique, ça concerne le surcoût lié aux achats du matériel. Des véhicules électriques, mais heureusement, j'allais dire, le gouvernement, via les différents organismes qui ont été évoqués, notamment l'ADEME, permet d'accompagner les transporteurs pour pouvoir réduire ses coûts et l'achat de ces matériels. Mais quelque chose dont on parle un peu moins souvent, tout ce qui est lié à l'infrastructure de recharge. Et les infrastructures de recharge peuvent parfois, pour les installations un peu plus complexes, aller jusqu'à 250 000 €. Donc ça, c'est un vrai frein aujourd'hui pour mieux décarboner ou décarboner plus vite et utiliser des véhicules à zéro émission. Et j'espère que le gouvernement ou les instances gouvernementales vont aider les transporteurs à pouvoir les aider un peu à financer ces surcoûts qui sont importants pour pouvoir en effet accélérer la décarbonation et aller vers le zéro émission le plus vite possible. Alors maintenant, comment je vois l'avenir, et moi je dirais un avenir de 5 ans. Je pense que nous, en tout cas à Goodyear, on se donne l'ambition de diviser par 2 le taux de CO2 émis dans notre chaîne de transport. Donc 5 ans, c'est long, mais c'est très court. Et donc on va essayer d'accélérer ce qu'on a déjà mis en place, notamment, alors, pas que les 5 grandes villes. Et surtout, le dernier élément, c'est améliorer l'autonomie des véhicules pour pouvoir livrer les zones rurales, qui est aujourd'hui le point noir. Ils nous permettront de pouvoir avoir une infrastructure de transport qui soit 100% décarbonée. Est-ce que vous pensez, une question qui vient comme ça, est-ce que vous pensez utiliser d'autres modes de transport que le transport routier? Certains transporteurs, par exemple, utilisent la voie d'eau aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des solutions complémentaires, je dirais, pas alternatives, parce qu'en fait, forcément, c'est une suite logique dans le... Non, c'est une très bonne question. Pour l'instant, vu le maillage du territoire français, utiliser autre chose que du transport routier, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable. Maintenant, et puis il faut savoir que le pneu, ça pèse un pneu
de voiture, ça pèse à peu près 10 kg. Un pneu de camion, ça pèse à peu près 60 kg. Donc, il faut trouver l'infrastructure aujourd'hui pour pouvoir le faire et livrer nos clients tous les jours. Et le seul outil qui permet de le faire, c'est le transport routier. Et pourquoi pas demain, tout ce qui est voie navigable, pour pouvoir atteindre nos hubs de livraison. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'interdit pas, mais globalement, ce n'est pas quelque chose qui se fera demain, en tout cas dans un avenir court terme. La solution qu'on voit aujourd'hui, ça se concentre essentiellement sur le transport routier. D'accord. Merci. Il y a une question que j'ai envie de poser à Thomas Gendron, qui en fait, jusqu'à présent, le transport routier, vous le connaissiez comme cela, mais vous ne travaillez pas forcément en relation avec beaucoup d'entreprises de transport. Est-ce que ça vous ouvre des perspectives, ce que vous entendez aujourd'hui, par rapport aux besoins des métiers du transport? Finalement, ce qui est intéressant là, c'est que toutes les questions que se posent nos clients, qui sont les utilisateurs finalement de vos services au quotidien, c'est toutes les questions et tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui sur comment finalement j'économise du carburant sans changer mon mode de transport, comment je réorganise ma logistique pour arriver à mutualiser des flux, comment j'arrive également à faire du report modal parfois quand on est capable de le faire, et comment finalement j'électrifie, ce qui est le plus simple, le dernier kilomètre ou les derniers 20-30 kilomètres de livraison. Et donc finalement, toutes ces solutions-là sont les solutions attendues, et c'est le premier pas, je pense, en avant pour décarboner le transport. Et c'est les solutions qu'on a en tête aujourd'hui, mais peut-être qu'en travaillant dessus de plus en plus, peut-être que d'ici 2-3 ans, on aura envisagé d'autres solutions, que les acteurs se seront alignés et qu'on aura d'autres choses qui vont arriver. Donc voilà, je suis assez positif, on voit que ça s'accélère pas mal. Donc le transport routier, ça vous intéresse, vous allez effectivement vous pencher sur la question. Oui, parce que dans tous les cas, je pense qu'on n'arrivera pas à totalement arrêter le transport routier. On a besoin de mobilité pour nous personnellement, mais pour les marchandises. La question, c'est comment on l'utilise au bon endroit, au bon moment, et comment on fait pour qu'il soit le moins impactant possible. Je pense que la question, c'est vraiment celle-là. Sergio Morillo, vous voulez ajouter un mot Non, je pense qu'on l'a tous dit. Effectivement, l'enjeu, c'est pas forcément de se dire comment on va éviter justement le transport routier, c'est comment on trouve le bon équilibre entre quand utiliser le mode routier, potentiellement avec des énergies alternatives, et surtout comment on essaye justement de convaincre finalement les industriels d'utiliser d'autres modes de transport, les reports modaux par exemple, un complément justement du transport routier pour décarboner justement toute la chaîne de valeur. Très bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a dans la salle des questions? Une question à gauche. Oui, c'est mieux, oui. Oui, bonjour, Jean-Philippe Past pour Terrain 24. Une question qui s'adresse autant aux chargeurs qu'aux transporteurs. C'était de savoir quel référentiel est-ce que vous arrivez à vous trouver en point commun, un référentiel commun qui vous permette de parler finalement le même langage et d'optimiser finalement vos points, votre comptabilité carbone. D'un point de vue transporteur et avec les industriels, nous, on travaille avec les référentiels ADEME. Donc, c'est lui qui sert aujourd'hui comme la référence pour la partie calcul des émissions de CO2, en tout cas dans nos systèmes et dans les systèmes des clients, dans la plupart des clients, avec des facteurs d'émissions qui sont normés. Donc, il n'y a pas forcément des discussions finalement sur l'origine. Après, c'est plutôt la finesse de la donnée aujourd'hui sur laquelle on est en train de travailler, que ce soit côté transporteur ou côté industriel, pour faire en sorte qu'elle puisse être utilisée et puis utilisable de la façon la plus rapide possible. En complément là-dessus, finalement, pour arriver à s'aligner, ce qui est important, c'est effectivement la granularité des données, et c'est pas juste en fait un nombre de tonnes de CO2 émises. La question, c'est où est-ce qu'elle est émise, sur quel type de transport et sur quel flux. Et en fait, sur cette base-là, où on peut trouver des solutions innovantes, des compromis entre le chargeur et entre le transporteur pour arriver à changer finalement l'organisation et faire évoluer les modes de transport et les émissions associées. Mais les émissions, c'est que le résultat de finalement données opérationnelles et de processus opérationnels. Du côté de donneur d'ordre, nous, je pense que, comme beaucoup d'entreprises, on a besoin aussi de se faire accompagner par des vrais professionnels
qui nous aide à calculer de manière beaucoup plus précise le taux de CO2 et qui nous permet en effet de pouvoir s'aligner avec tous les éléments de la chaîne, donc nos transporteurs, nos prestataires, mais aussi nos fournisseurs en tant que matière première, même si c'est quelque chose de beaucoup plus global pour nous. Et parce qu'aujourd'hui, en effet, on est au début de l'aventure, on va dire. En tout cas, on n'a pas encore atteint une maturité à 100% pour dire qu'aujourd'hui, on sait exactement mesurer au gramme près le taux de CO2 qu'on émet. Mais on est déterminé à le faire. Et clairement, c'est l'enjeu, je pense, c'est un enjeu majeur des prochaines années. Y a-t-il une autre question? Non? On va passer aux conclusions. Grégory, vous voulez dire quelques mots de conclusion? Oui, déjà, bon, j'espère que cette intervention vous a permis de voir que voilà, la vision que nous avons tous d'un avenir durable, déjà, va bien au-delà du pneumatique, ça, vous l'avez compris. À notre niveau, nous, d'industriels, de manufacturiers, nous avons développé une offre Goodyear Total Mobility qui intègre un certain nombre d'éléments autour du pneumatique, qui est une offre sur mesure, qui est une offre aussi tout en un. L'idée, c'est de travailler sur l'efficacité opérationnelle d'une flotte de transport, c'est de travailler sur sa compétitivité prix, bien sûr, en réduisant le coût de détention, comme je l'ai dit, en apportant aussi les bons arguments aux transporteurs qui puissent ensuite les répercuter aux donneurs d'ordre pour démontrer sa compétitivité, sa performance opérationnelle. Donc l'environnement économique aujourd'hui, il est compliqué, c'est vrai, et donc il y a encore plus besoin de prouver les choses par des chiffres concrets, démontrables. Des chiffres très simples. Nous, ce qu'on voit dans notre métier, c'est qu'aujourd'hui, la pression est primordiale pour la consommation de carburant. Donc 10% aujourd'hui de sous-pression dans un pneumatique, c'est 2% de consommation de carburant supplémentaire. Quand vous êtes à 20%, ce qui n'est pas quelque chose d'inhabituel malheureusement, et bien vous êtes à 4% de consommation de carburant. Quand on sait aussi le budget que ça représente aujourd'hui pour les transporteurs, c'est vraiment très important. On travaille aussi sur les dépannages. Bien sûr, on arrive avec le Goodyear Total Mobility à réduire un budget de dépannage de 90%. Donc on évite bien des soucis logistiques, on évite bien des coûts. On arrive aussi à, bien sûr, avec une bonne maintenance préventive du pneumatique, à réduire tout simplement la consommation de pneus. Donc ça aussi, c'est bon pour la durabilité en général. Voilà, donc je remercie à nouveau nos intervenants, je vous remercie pour votre attention. Je vous invite, si vous avez des questions complémentaires sur ce qui est dit, à nous rejoindre dans le hall 5, allée A, où vous avez le stand Goodyear, reprenant l'ensemble des éléments et nos intervenants également. Voilà, merci à tous.